Europe Midi. En direct et en public, voici le débat du jour. Faut-il généraliser la garde alternée? Alors si nous posons la question, c'est sur la base d'une étude de l'INSEE qui a été publiée cette semaine. En France, sachez-le, la garde alternée, elle concerne un enfant sur six de parents divorcés. Il y a certains pères qui n'hésitent pas à escalader les grues pour la réclamer, alors que d'autres pédiatres ou psychiatres combattent ce principe. Un régime qui établit que le petit garçon ou la petite fille d'un couple divorcé vivent la moitié du temps chez le père, l'autre chez la mère et de manière équitable. Alors pourquoi cette garde alternée est-elle si peu courante en France? Est-ce que vous le comprenez? Alors qu'en Belgique, en Italie, aux États-Unis, eh bien c'est une solution normale. Êtes-vous partisan de sa généralisation? Pour quelles raisons? Eh bien nous accueillons en studio deux opinions, deux positions et vous réagissez. Celle d'Edwige Antier, qui est pédiatre, que vous connaissez bien et qui nous éclaire sur le sujet. Elle est contre cette généralisation. Et celle de Jean Latizo, président de SOS Papa, qui nous rejoint aujourd'hui et qui considère qu'il faut généraliser cette garde alternée qu'il juge trop minoritaire. Alors, les parents, les grands-parents peuvent réagir, même plongez-vous dans la fiction en cas de divorce. Que souhaiteriez-vous pour vos enfants ou pour vos petits-enfants? Bonjour Edwige Antier. Oui, bonjour Wendy. Ravi de vous retrouver et bonjour Monsieur Latizo, président de bonjour. SOS Papa. Alors, moi c'est la première fois. C'est la première fois, mais je vous salue évidemment de la même manière et vous aurez une petite minute d'abord, madame et monsieur, pour exposer vos arguments avant d'entrer dans le débat. Une minute, Edwige Antier, pour nous dire pourquoi, sur le principe, vous êtes opposé à l'extension de ce régime de garde alternée. On vous écoute. Alors je suis pédiatre et voilà, je rencontre des familles depuis très très longtemps et il est évident pour les pédiatres, aussi pour les pédopsychiatres et actuellement des sociétés savantes de pédopsychiatrie publient leurs conclusions qui montrent que pour les petits-enfants, d'autant plus qu'ils sont jeunes, la garde alternée est une pratique qui crée des sentiments d'insécurité, de perte d'identité, qui les rend agressifs, hyperactifs, en colère, ils perdent leurs repères, certains même font une dépression, et ceci d'autant plus que l'enfant est plus jeune. Et notre souci, c'est qu'aujourd'hui, la loi voudrait placer la garde alternée en première option, quel que soit l'âge de l'enfant. Or, avant 3 ans, certainement pas. Avant 6 ans, avec beaucoup de précautions. Après, c'est autre chose. Alors, bien, les choses sont posées, certainement pas avant 3 ans, avant 6 ans, compliqué, cette garde alternée qui créerait des brouilles de repères pour ces enfants et beaucoup de climat d'insécurité. Alors, que dit le papa et président de SOS Papa, que vous êtes, président Jean Latizo? Oui, alors le président de SOS Papa, il dit tout de suite à madame Antier qu'elle vient de se démasquer, puisqu'en fait, elle n'est pas... avec ses propos, elle nous parle de société savante, c'est pas des propos de pédiatre, c'est des propos de psychanalyste. Bon, alors ça, on y reviendra certainement. Sur le fond de la question, faut-il généraliser la résidence alternée? C'est pas dans ces termes-là, nous, que nous voyons les choses. Bon, effectivement, nous représentons des pères qui sont très attachés à leurs enfants, comme l'immense majorité des parents, on l'imagine, bon, et qui en sont très couramment privés. Et ils en sont privés dans quelles circonstances? Tout simplement, la loi effectivement permettant depuis 2002, officialisant ce terme de résidence alternée, sur simple opposition de la mère. Donc il y a une statistique qui est absolument spectaculaire à ce sujet-là, qui est sortie très récemment en 2013 d'une excellente source, puisque c'est le ministère de la Justice lui-même, qui a analysé des milliers de décisions de justice, et sur 1435 décisions de justice où le père souhaite une résidence alternée et où la mère est d'accord, c'est accordé 1429 fois. Donc voilà. Et à l'inverse, si la mère s'y oppose, c'est rejeté pas dans une proportion de plus de 80% des cas. Vous donc c'est absolument intolérable. Avancer la loi pour que la parole du père soit à égalité avec celle de la mère. C'est tout simplement une discrimination. Voilà. Bon, alors on va avoir plusieurs réactions, je vous préviens tout de suite, parce que depuis qu'on a annoncé ce sujet ce matin, ça fait beaucoup réagir les parents, et avec cette réaction à l'instant de Patricia sur Twitter qui nous dit demandez aux parents, monsieur Latizo, s'ils aimeraient faire leur valise et changer de domicile chaque semaine. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que c'est un raisonnement tout à fait absurde, puisque... Merci pour elle.
Oui, bah, écoutez, elle pourra m'écrire, hein, on trouve mon téléphone, mon adresse mail sur notre site. Les enfants, il suffit de compter sur ses doigts, oui, je le dis à cette dame, hein, tant pis, une nouvelle fois, il suffit de compter sur ses doigts. Par exemple, dans le cadre le plus habituel de la résidence alternée, ce n'est pas le seul, je le dis tout de suite, une semaine, eh bien, par période de 2 semaines, on ne change pas plus souvent de domicile quand on passe une semaine chez son père, une semaine chez sa mère, que quand on passe 12 jours chez sa mère, puis un week-end chez son père. Voilà. Il suffit de compter sur ses doigts. Le problème, c'est que quand on est petit, on n'a pas les capacités mémorielles pour se souvenir de l'image de l'autre parent. Par exemple, si on est une semaine chez le père, on se demande où est maman, on a une colère contre son papa au départ, après on a au retour une colère contre sa maman, et bien souvent on ne comprend même plus, c'est comme si elle avait disparu quand on est tout bébé. Madame Antier, ça n'a pas l'air de vous gêner du tout que dans le système le plus répandu, l'enfant passe 12 jours chez sa mère, ne voit pas son père pendant 12 jours, et ça pose aucun problème. Que le repère pour le enfant, c'est d'abord la maman. Imaginons que le papa est la résidence principale. Moi, ça m'a... Non, c'est pas du tout ce que nous demandons. Ça m'arrive. C'est de la caricature, là. Vous êtes en pleine caricature, déjà. Elle prend l'option, un exemple. Ça m'arrive même d'appeler un père pour lui demander de demander la résidence parce que la maman est très instable ou fragile. Eh bien, c'est pareil. Si l'enfant a une vie stable chez son papa, eh bien, il faut, quand il est tout petit, qu'il ait une résidence qui soit le moins discontinue possible. C'est la stabilité qui vous intéresse. C'est la stabilité. Mais pourtant, il y a des chiffres. Lorsque la maman a la garde de l'enfant, plus de 20% des papas ne voient plus régulièrement leur enfant après 5 ans de séparation. Oui, et je comprends. Ce délitement de la relation. C'est ça. Et je comprends très bien que les juges, je l'explique souvent aux mamans, les juges, ils essaient de laisser le père en place et que le rôle du père continue et que le père ne se décourage pas de voir son enfant. Mais simplement, pourquoi balader l'enfant comme une valise à roulettes d'un appartement à l'autre, une semaine, c'est toujours parce les qu'il mêmes a 3 ans, 4 ans. C'est trop petit. Alors c'est le père et la mère qui doivent faire l'effort de venir rencontrer l'enfant. Papa, vous répond, il est gentil. Oui, c'est ça, c'est le père qui doit venir rencontrer l'enfant au domicile de la mère en plein divorce. C'est ça que vous nous racontez. Le problème, c'est que vous défendez... Vous n'êtes pas dans la vraie vie, Madame Antier. Moi, oui, bien sûr. Regrette. Vous défendez les pères, moi je défends les enfants. Non, vous défendez les sociétés savantes de la psychanalyse, Madame Antier, dont vous êtes très proche. Ah bah vous criez dessus puis après vous parlez plus après. Alors je continue. Effectivement, tout ce qu'on entend, qui est tout à fait farfelu et qui est d'ailleurs en totale contradiction avec la réalité des statistiques du ministère qu'on vient de citer, puisqu'encore une fois, à chaque fois que la mère est d'accord, les statistiques du ministère, c'est des statistiques de répartition de garde. Pas du tout. Moi, je vous parle des travaux, des sociétés savantes de pédiatrie, de psychopathologie qui montrent les effets sur les enfants. Alors, je vous parle des enfants, s'il vous plaît, sur les moins de 3 ans notamment. Un sous-groupe de psychanalystes, d'ailleurs tous les psychanalystes ne sont pas comme ça, il y en a quand même un petit peu évolué. Moi je suis pédiatre, je ne suis pas psychanalyste. Si madame, vous êtes très proche de la psychanalyse et ça on pourra en faire la démonstration. C'est pas une insulte, vous savez. Non, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est pas le cas de tous les psychanalystes, mais il y a un petit groupe de psychanalystes, en particulier en France, souvent les mêmes d'ailleurs qui sont mouillés jusqu'aux oreilles dans le scandale de l'autisme. Bon, je passe. Et qui, en effet, campent sur une théorie. Alors, les théories psychanalytiques, tout le monde sait bien que ça n'a jamais été prouvé par quoi que ce soit. Je termine. Oui. C'est la théorie de l'attachement monoparental. Voilà. Et d'où vient cette théorie? Des travaux il y a 50 ans, c'est extrêmement moderne, il y a 50 ans, du zoologiste Konrad Lorenz, et il y a un pédopsychanalyste qui s'appelait Bowlby, qui a dit, pour les humains, c'est pareil. Bon, alors, heureusement, il y a un de ces psychanalystes très traditionnel, très dogmatique, qui vient de faire sa révolution, c'est Sylvain Missonnier, qui il y a 8 mois a dit finalement, effectivement, je réalise que quand même pour l'espèce humaine, on peut concevoir un attachement multiple. Alors est-ce qu'on peut être dans le concret ensuite, Jean Latizeau, président de SOS Papa, avec Edwige Jantier qui reçoit des familles au quotidien, vous demandez, Jean Latizeau, de ne plus refuser la garde alternée au père à partir du moment où la maman s'y oppose et que peut-être la justice aille plus dans votre sens. Il y a beaucoup de témoignages, donc on va donner la parole aux auditeurs pour vous rejoindre juste après
La pause au 3921 et dans le studio d'Europe 1. À tout de suite. Europe 1, Europe Midi. En direct et en public avec un sujet qui vous passionne décidément. Edwige Antier est pédiatre et auteur de Sois poli, dit merci chez Robert Laffont. Jean Latizeau est président de SOS Papa. Il veut favoriser la garde alternée bien davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui en France, puisque un enfant de divorcé sur 6 seulement vit sous ce régime, la grande majorité de ces enfants vivant chez la maman. Alors nous avons beaucoup de réactions. Edwige Antier, vous considérez qu'en deçà de 3 ans, c'est très perturbant pour un enfant de vivre à la fois chez papa et chez maman. Et nous avons Karine qui nous appelle au standard au 3921 et qui veut réagir. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Bonjour. Alors on vous écoute sur votre position sur ce sujet, la garde alternée. Oui, alors moi c'est plutôt une expérience. Je suis belle-maman de 2 enfants qui ont maintenant 15 et 17 ans, que j'ai accueillis donc avec mon conjoint quand ils avaient 6 et 9 ans. Et je voulais témoigner surtout des conditions de vie en garde alternée, puisque effectivement au départ la garde alternée avait été décidée par les 2 parents qui habitaient assez proches. Oui. Mais quand on a recomposé la famille, c'est vrai que du coup les conditions ont changé. On habitait à 30 km de la maman et on a souhaité donc pour le bien des enfants modifier la garde alternée. D'autant plus que la maman avait des conditions de travail décalées avec des retours le soir à 21h. Donc en fait, la semaine où elle avait ses enfants, ils étaient pris en charge par les grands-parents. Et pour nous, il faut savoir que du coup, on a été obligé de s'adapter à ça puisque toutes les procédures qui ont été faites, soit du côté de la mère, soit de notre côté, n'ont jamais abouti. Et je trouve que quelque part, c'est un peu pratique pour les juges d'avoir cette solution de garde alternée. Comme ça, on coupe l'enfant en 2, on met tout le monde d'accord et comme ça, il n'y a aucun gagnant mais aucun perdant. Et du coup, on n'en parle plus. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, Karine. Alors, parce que Edwige Antier vous écoute sur on met tout le monde d'accord et on ne laisse personne. Oui, mais sauf les enfants. Des juges. On laisse pas papa, on laisse pas maman, on laisse les enfants. Parce que les enfants, eux, il faut qu'ils se trimballent une semaine, il faut qu'ils pensent à leur agenda, à leurs affaires scolaires, à leurs affaires de sport, à ce qu'il faut pas oublier, quand est-ce que c'est les vacances. Et ils sont contents des fois d'avoir 2 univers respectifs. Dans le cas qu'elle décrit, au fond, ils auraient été mieux chez leur père, ça aurait été plus stable. Eh bien oui, pourquoi pas. Donc ce qui compte, c'est d'avoir une certaine stabilité. Mettez-vous à la place des enfants. Oui, mais elle dit aussi autre chose, Karine, et là je vous pose la question. Jean Latizeau, elle dit que tout a été fait pour ces beaux enfants de manière pratique, rationnelle, à partir du moment où les domiciles de l'ex-époux et de l'ex-femme étaient trop loin, justement, ils sont revenus sur ce régime-là. Il faut être flexible pour l'intérêt de l'enfant. Bien évidemment, à partir du moment où les domiciles s'éloignent, une résidence alternée, on va dire classique, n'est plus possible. Bon, il faut être raisonnable. Cela dit, il faut aussi quand même s'interroger dans ces cas-là de qui prend la décision de s'éloigner. Il y a quand même une responsabilité de l'un ou de l'autre à ce sujet-là. Et ce qu'on observe très souvent, le cas de cette dame que je suis pas sûr d'avoir complètement compris d'ailleurs, mais enfin, ce qu'on observe très souvent, c'est qu'effectivement un père bénéficiait à un moment de ce que les Belges, d'ailleurs beaucoup plus intelligemment et clairement appellent l'hébergement égalitaire. La mère décide, et puis ça marche parce qu'effectivement ils habitent dans un rayon de 10 km, puis d'un seul coup la mère part à 300 km. Et ben ce qui est ultra classique, c'est que dans ces cas-là, la justice décide que les enfants suivent la mère. Voilà. Alors dans la nouvelle proposition de loi, on ne pourra pas déménager sans l'autorisation de l'autre parent. Maintenant, je vous laisse imaginer aussi pour reconstruire la vie de l'un ou de l'autre, comme ça va être compliqué. Mais moi, du moment qu'on met les enfants en priorité, je pense que ça fait partie de nos responsabilités. Nous avons le cadre sur Europe1.fr qui nous dit, sur la garde alternée, les politiques sont insensibles aux droits des pères. Les juges des affaires familiales détruisent des liens familiaux et surtout celui avec le père. Alors, est-ce que c'est pas un peu caricatural, ça, Jean Latizeau? Elle a évolué. Ça l'est pas du tout. Je reviens sur cette statistique qui du source ministère de la Justice 2013, quand la mère est d'accord pour que le père ait la résidence alternée, c'est accordé dans 99% des cas. Oui. Quand la mère s'y oppose, c'est refusé dans près de 80% des cas. Comment vous l'expliquez ça? Il n'y a pas photo.
Comment vous l'expliquez sur ce repère, le fondement que représente la maman par rapport à l'enfant? La vie courante, parce que dans la vie courante, c'est exactement la proportion du temps que passent les mères avec les enfants par rapport au père. Il faut bien le reconnaître. C'est absolument ridicule, ça madame. évolue, Attendez, mais doucement. Mais vous, attendez, là, vous raisonnez comme si vous étiez encore en 1950. Oh, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent et il y a de plus en plus d'hommes d'ailleurs, parce qu'effectivement les hommes ont aussi évolué. Les hommes ont aussi évolué. Les hommes s'occupent de leurs enfants. Et puis au fond, attendez, qui s'occupe le plus? Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe le plus de son foyer quand il y en a un qui est à la maison, par exemple, qui fait, je sais pas, le nettoyage, la lessive, et l'autre qui travaille 8 heures par jour pour ramener de l'argent au foyer? Faut quand même aussi. Alors ça, c'est des années 50. Nous avons, Jonas Ciseaux et Edwige Entier. On va essayer d'être en 2015. Je sais pas vous nous livrez justement. Allez, nous avons Paul qui nous appelle d'Aix-les-Bains en 3921 qui veut témoigner. Bonjour à vous, Paul. Oui, bonjour Wendy, bonjour à vos invités. Je voulais juste apporter, je dirais, ma pierre à l'édifice. Je suis moi-même le beau papa d'un petit garçon qui va avoir 7 ans, qui a 6 ans un peu passé. Et le papa de ce petit garçon souhaite obtenir une garde alternée. Oui. Ce petit garçon a toujours grandi avec nous. Son papa est parti quand le garçon était très jeune, il avait quelques mois. Donc il n'a jamais vécu avec son papa. Et là, à 6 ans, il va se retrouver probablement avec un essai de 6 mois ou 1 an avant de refaire le point. Ça veut dire que l'ex-épouse et la maman est d'accord pour autoriser cette garde alternée? Absolument pas. La maman n'est pas d'accord. Bon alors, monsieur, dans l'état actuel du fonctionnement de la justice familiale, le risque est proche de 0, je vous rassure tout de suite. Oui, vous devriez garder l'enfant. Parce que des échos qu'on a sur Chambéry, c'est quelque chose qui est prôné et non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'écoute pas les enfants. La parole de l'enfant, elle est vraiment déniée totalement. Moi qui suis pédiatre, j'entends les enfants dans mon bureau et c'est incroyable. Vous savez, le Code civil, il dit les enfants seront associés aux décisions qui les concernent. Eh bien, qui écoute lors des mariages, on le lit. Et aujourd'hui, dans la nouvelle loi, vous aurez même vous pouvez avoir de l'emprisonnement et 15 000 euros d'amende si parce que votre enfant pleure pour aller avec l'autre parent, eh bien, vous ne le confiez pas. 15 000 euros et l'emprisonnement. C'est totalement faux ce que vous racontez. Mais je l'ai sous les yeux. Mais non, vous parlez de la loi famille. Oui. Attendez, vous êtes, c'est absolument faux. Ça a été voté, l'article a été voté en première lecture. Bien sûr que non. Il faut que ça passe en deuxième. C'est la classique non-représentation d'enfants. Sauf que l'article 8 de la nouvelle loi l'écorne fortement. On va pas rentrer dans ces détails juridiques. Non, mais puisqu'on parle de l'intérêt de l'enfant, ce qui m'intéresse, c'est de poser la question à Paul, puisque vous êtes beau-père de qu'est-ce qu'il veut le petit? Est-il entendu à 7 ans? C'est facile de le faire entendre par le juge. Comment c'est également très facile de on écoute Paul. Si vous me permettez, comment demander à un enfant de moins de 7 ans qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Non, évidemment, parce qu'il te fait plaisir. À sa maman dire rester avec toi et à son papa, moi aussi j'ai envie de venir avec toi. Oui, je dirais aux adultes de trouver un terrain d'entente dans l'intérêt de l'enfant. Et je pense que non, vous pouvez très bien dire à l'enfant. Ne fais pas attention. Non, le problème c'est pas d'abord qu'est-ce qui te ferait plaisir, mais c'est là où tu penses que tu serais bien. Comment tu penses que tu serais bien. Et puis on peut discuter avec les parents. Maintenant, on essaie de mettre la médiation familiale pour faire entendre les parents entre eux et avec l'enfant. Oui. Et je vous assure qu'on arrive à des accords intelligents, parfois réversibles, adaptable. Mais à 7 ans, on peut parler. Alors, à condition que les 2 avocats acceptent une conciliation, ce qui n'est pas toujours le cas. Le juge peut le demander. Voilà, le juge peut le demander, mais c'est pas toujours le cas. Et moi, ce que je voudrais mettre en lumière, en fait, c'est que l'intérêt de l'enfant, c'est évidemment la première précaution, la première attention à avoir, mais il faut que ce soit des adultes qui en discutent et qui échangent leur point de vue. Eh bien, écoutez, on a compris que cette médiation familiale, pour ne pas perturber l'enfant, était importante. Merci pour ce témoignage très éclairant, Paul. On retrouve nos 2 débatteurs et cette question sur la généralisation de la garde alternée. Faut-il favoriser cette garde alternée pour moins léser les papas aujourd'hui, représentés par le président de SOS Papa, Jean Ciseaux, face à Edwige Entier, qui est pédiatre, et beaucoup de réactions encore au standard et dans le studio d'Europe 1. À tout de suite jusqu'à 14h pour ce débat du jour. Europe 1. Europe Midi.
Wendy En Bouchard. débat, la garde alternée jusqu'à 14h dans un cadre bien précis. Les ex-conjoints doivent vivre à proximité, avoir le même niveau de revenu. Chaque histoire est singulière, vous le savez bien. Et aujourd'hui, un enfant sur 6, un enfant de couple divorcé vit en garde alternée. Une grande majorité vit chez sa maman. Eh bien, on se demande pourquoi. Nous avons également beaucoup de réactions. Chip sur Europe1.fr nous dit « La phrase de ma petite voisine qui est en garde alternée, la voici. Ça se voit que ce n'est pas eux qui changent de maison et qui font leurs valises toutes les 2 semaines. » Alors, bon, on a beaucoup de réflexions de cet acabit. Jean Latizo, ça doit un peu vous éveiller les oreilles parce que vous vous battez pour le contraire. On sait d'où elles émanent, c'est toujours les mêmes marronniers qui ressortent, c'est les enfants valises, etc. C'est totalement ridicule. Il y a énormément de résidences alternées qui se passent très bien. C'est pas en soi un problème. Il faudrait aussi un petit peu disserter sur les inconvénients du refus de résidence alternée et de la résidence exclusive et de toutes ces déviances, comme les non-représentations d'enfants, les éloignements géographiques, les aliénations parentales, etc., qui sont la conséquence de fil en aiguille de ce principe d'inégalité qui est à l'œuvre. Et c'est quoi, Jean Latizo? Est-ce qu'il y a un préjugé chez les juges aux affaires familiales qui considèrent qu'un papa ne peut pas s'occuper d'un enfant, par exemple, de moins de 6 ans, comme pourrait le faire sa maman? Non, mais ça dépend si le papa, si c'est un papa qui s'est occupé de l'enfant beaucoup depuis sa naissance, s'il a plus de disponibilité et si vraiment c'est lui qui va le chercher à la crèche, bien sûr, il y a beaucoup de papas. Encore une fois, mais le plus souvent, faut bien reconnaître que ce job, c'est la maman qui le fait. Mais vous êtes encore dans les années 50, non, Madame Antier, et vous n'êtes pas dans la vraie vie, puisque vous nous avez dit finalement que, en effet, savoir si l'enfant, dans quelle proportion il s'occupait de le père, pardon, dans quelle proportion il s'occupait de ses enfants, etc. avant le divorce, c'est au juge d'en décider. Or, j'espère que vous savez quand même combien de temps les juges consacrent à chaque audience de divorce. Oui, mais les juges entendent Non, laissez-moi répondre. Oui, effectivement, vous avez peur de la réponse. S'il vous plaît. Elle figure même dans un rapport tout à fait officiel du Centre d'action stratégique du Premier ministre. C'est 18 minutes par dossier. Voilà. Et vous voudriez quand même que les juges fassent du cas par cas à ce sujet-là. Sur la garde alternée. Bonjour, madame. J'aimerais bien en effet témoigner. Je trouve ça c'est un peu compliqué de dire oui ou non. En effet, pour favoriser davantage la garde alternée pour les papas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il soit possible de dire oui pour la garde? Moi, je rejoins un petit peu Madame Antier dans son discours sur les très jeunes enfants. Et en même temps, je vous rejoins, vous, monsieur, sur le fait qu'en effet, les papas aussi ont besoin d'avoir leurs enfants. Mais il me semble que d'abord, chaque cas est en effet particulier, mais qu'en effet, la garde alternée, elle est beaucoup plus intéressante et certainement plus facile à mettre en place sur des enfants d'un certain âge, c'est-à-dire, après, moi, je serais pas loin des 10 ans. Moi, je suis déjà maman de 5 enfants. En effet, les très jeunes enfants ont besoin d'une stabilité, ça c'est essentiel et c'est comme ça qu'ils se construisent et on ne peut pas en effet les tout jeunes enfants les mettre une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Alors que ce soit effectivement le papa ou la maman, j'entends bien qu'il y a des papas qui sont tout à fait capables et il y en a qui le font d'ailleurs très bien à ce moment-là, ça peut être en effet le papa, mais avant un certain âge c'est très très difficile et moi il me semble que c'est vraiment la limite de l'âge qui revient beaucoup. Je pense que c'est la limite de l'âge et en effet et l'enfant a aussi son mot à dire et je crois qu'il faut aussi s'interroger sur la responsabilité des parents parce qu'aujourd'hui on fait des enfants mais Jean Latizo et on se sépare aussi facilement. Votre question est intéressante et votre expérience personnelle avec vos 5 enfants est tout à fait respectable, mais là aussi il faut quand même s'accrocher à des choses sérieuses. Alors là c'est plus les statistiques du ministère de la Justice, mais c'est quand même les avis, les études, les véritables études scientifiques, contrairement aux avis des psychanalystes, de ce qu'on appelle les psychologues du comportement. C'est toute la psychologie moderne. Et pour parler uniquement des Français, des gens comme Gérard Poussin, Jean Le Camus, Madame Raphaël Milkovitch, Madame Chantal Zaos-Godron, ils ont déterminé le contraire. Ils ont déterminé de façon sur des protocoles tout à fait sérieux
qu'en règle générale, ça ne pose pas les problèmes que vous dites. D'accord. Donc, en revanche, il y a quelque chose de tout à fait vrai. Il y a quelque chose de tout à fait vrai, et j'en ai pour 10 secondes, c'est qu'une résidence alternée, ça n'est pas nécessairement hebdomadaire. Et en effet, pour de très jeunes enfants, bon, on va dire 3 ans, 2 ans et demi, 4 ans, peu importe, effectivement, il vaut beaucoup mieux une fréquence beaucoup plus rapide, du genre 2 jours, 3 jours, etc. Alors la question se pose pour Magali qui nous écrit de Maison Lafitte pour les fratries. Étant donné qu'on ne peut pas pratiquer la garde alternée, dites-vous, Madame Antier, pour des enfants de moins de 3 ans, de 5 ans, comment on fait pour ne pas séparer les enfants? Alors je reconnais que quand il y a une fratrie, eh bien pour le plus petit, c'est quand même rassurant d'avoir, au moins il trimballe aussi ses grands frères, quoi. Il y a une continuité affective grâce à l'aîné, donc c'est un petit peu plus facile, mais je les vois quand même devenir agités, agressifs à l'école, et il faut faire attention quand même. À la désorientation, jeune homme en studio, vous témoignez. Notre débat, donc moi je suis d'accord avec vous, Madame Antier, pour dire qu'évidemment l'enjeu principal c'est le bien-être, la stabilité pour l'enfant. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Atizo, pour dire qu'il y a des hommes remarquables, dont je connais des jeunes hommes modernes, je dirais, qui sont tout à fait capables d'élever correctement leurs enfants. Et je dirais que l'homme est capable aussi d'avoir la fibre maternelle, et on ne voit pas pourquoi ce serait la fibre paternelle, ça suffit d'ailleurs. Voilà, donc chacun son rôle. Entre deux feux. Entre deux feux, voilà. Pas facile pour me donner un peu votre sentiment de votre humeur. Il y a encore des critiques qui arrive sur ce sujet-là, dont on nous dit que certains hommes demandent la garde alternée pour ne pas payer les pensions alimentaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça, président de SOS Papa? Écoutez, tout peut arriver. Et puis on peut aussi inverser la remarque en disant que beaucoup de femmes refusent la résidence alternée dans l'idée de bénéficier de la pension alimentaire. Alors d'ailleurs, techniquement, ce débat normalement ne devrait pas avoir lieu, puisque contrairement à certaines idées reçues, la pension alimentaire reste tout à fait de droit, même en cas d'hébergement alterné tout à fait égalitaire. Ce qui détermine le versement ou non de la pension alimentaire, c'est pas pour l'essentiel le rythme d'alternance des enfants, c'est la disparité des revenus. Très bien. Eh bien, puisqu'on parle de disparité de revenus, aussi, il faut savoir que la résidence alternée, elle est plus facile quand on a des familles aisées. C'est exactement ce que met en valeur l'étude de l'INED et de l'INSEE. 4 fois plus récurrente chez les familles qui ont des moyens. Et alors, il faut aussi dire que la maman, quand elle a la résidence de l'enfant, elle est des fois contente de pouvoir s'aérer parce que le père s'en occupe. Donc, ce n'est pas contre l'idée que l'enfant aille avec le père. C'est le bien-être de l'enfant, la stabilité de l'enfant qui doit primer. Alors, je vais vous demander pour ce vote d'humeur si vous souhaitez vous engager, parce que certains vraiment sont pris entre deux feux sur cette généralisation de la garde alternée, de ne voter que si vous considérez qu'il y a un vrai parti pris de votre côté. Est-ce qu'il faut l'exclure de fait pour les enfants de moins de 6 ans, comme le dit Edwige Antier? Est-ce qu'il faut au contraire la généraliser, cette garde alternée, favoriser davantage les papas et leurs droits sur leurs enfants? Vous votez bleu pour Jean Latizo, rouge pour Edwige Antier, et il met l'impression dans ce studio que c'est un peu plus bleu que rouge. 5 rouges pour Edwige Antier et 14 pour Jean Latizo. C'est la parole des papas qui a été suivie en studio, vous voyez. Merci Jean Latizo. Ce qui ne nous étonne pas, ça correspond à des sondages qui constatent que 80% des gens, donc tous sexes confondus, considèrent que les pères sont discriminés. Mais merci d'avoir participé, Edwige Antier, dans ce débat d'Europe Midi. C'est à